Imaginez qu'un seul ingénieur, inconnu du grand public, ait résolu en quelques années un problème que les plus grandes puissances industrielles de la planète n'avaient pas réussi à surmonter en plus d'une décennie. Un problème si fondamental, si coûteux, si humiliant pour Detroit que les ingénieurs américains préféraient le nier plutôt que d'admettre leur échec. C'est l'histoire de Kenichi Yamamoto, l'homme qui a changé le cours de l'ingénierie automobile avec un matériau que personne n'avait osé envisager. Si ce genre de récit vous passionne, abonnez-vous et activez la cloche. Il y en a d'autres comme celui-ci. Nous sommes en 1960, dans les laboratoires ultramodernes du General Motors Technical Center à Warren, Michigan. Une équipe d'ingénieurs d'élite assiste, impuissante, à un spectacle répété avec une régularité terrifiante. Un moteur rotatif qui se détruit lui-même sur le banc d'essai. Les joints d'Apex, ces minuscules pièces triangulaires qui assurent l'étanchéité de la chambre de combustion dans un moteur rotatif, viennent de lâcher encore une fois. Des éclats métalliques se dispersent dans le carter comme de la mitraille. 8000 km, c'est tout ce que l'engin a tenu. À Dearborn, chez Ford, la situation est identique. Chez Chrysler aussi. Après avoir brûlé 50 millions de dollars, l'équivalent de 500 millions aujourd'hui, les trois géants américains sont à deux doigts de déclarer le moteur rotatif techniquement impossible à fiabiliser. À 6000 km de là, dans la ville de Hiroshima, un ingénieur de 39 ans contemple ce même problème avec un regard radicalement différent. Pendant que Detroit cherche le métal parfait, Kenichi Yamamoto, lui, s'apprête à sortir entièrement du cadre de la métallurgie. Il va penser en chimiste, là où tout le monde pensait en forgeron. Et ce choix va tout changer. Pour comprendre pourquoi l'enjeu est si colossal, il faut revenir à 1957, l'année où Felix Wankel présente au monde son moteur rotatif révolutionnaire. La promesse est extraordinaire, pas de piston alternatif, donc une douceur de fonctionnement incomparable, moins de pièces mobiles, donc une production simplifiée, une compacité stupéfiante et un potentiel de puissance vertigineux. Les premiers calculs laissent entrevoir qu'un moteur rotatif de la taille d'un melon d'eau pourrait égaler la puissance d'un V 8 fois plus lourd. C'est le saint graal de la propulsion automobile. En 1959, la ruée aux licences commence. General Motors débourse 2,5 millions de dollars pour obtenir ses droits de développement auprès de NSU, l'entreprise allemande détentrice du brevet. Ford suit, Curtiss-Wright s'empare des droits pour l'aviation américaine. Mercedes-Benz entre également dans la danse. Tout le monde est convaincu que ce sont les Américains, avec leurs moyens colossaux et leur supériorité technologique assumée, qui franchiront la ligne d'arrivée en premier. Mais l'Achille du moteur rotatif ne se trouve pas dans son concept révolutionnaire. Il se cache dans une pièce plus petite que le pouce, le joint d'Apex. Cette minuscule pièce triangulaire doit accomplir un travail proprement inhumain. Alors que le rotor tourne dans son carter épitrochoïdal à près de 9000 tours par minute, le joint d'Apex doit maintenir un contact parfait avec la paroi du carter, tout en résistant à des températures dépassant 1300 degrés Fahrenheit, à des différences de pression de 1000 livres par pouce carré et à des vitesses de glissement qui détruiraient en quelques minutes n'importe quel segment de piston conventionnel. Detroit répond à ce défi comme elle répond à tout, avec brutalité et certitude. Les ingénieurs de GM testent des joints en fonte chromée, ils lâchent à 8000 km. Ford expérimente des alliages d'acier outils durcis à 60, Rockwell sait. Ils tiennent jusqu'à 12 000 km avant de s'auto-détruire dans un concert de vibrations. Chrysler s'aventure vers le carbure de tungstène et même des compositions céramiques. Les céramiques se fracturent, les carbures creusent dans les carters des sillons qui ressemblent à l'œuvre d'une meuleuse industrielle. Fin 1963, un mémo interne de GM qualifie le problème du joint d'Apex d'insurmontable avec les matériaux disponibles. C'est dans ce contexte que Toyo Kogyo, la société qui deviendra Mazda, entre en scène. Contrairement aux mastodontes américains, ce fabricant japonais de taille modeste ne peut pas se permettre l'échec. Lorsqu'il licence la technologie rotative auprès de NSU en 1961, il engage l'avenir même de l'entreprise. Le président Tsuneji Matsuda l'a dit sans détour.
Toyo Kogyo réussira avec le moteur rotatif ou cessera d'exister en tant que société indépendante. Pas de filet de sécurité, pas de plan B, Matsuda constitue une équipe de 47 ingénieurs. Ils se baptisent eux-mêmes les Rotary 47 et confient la direction du projet à Kenichi Yamamoto. Ce dernier n'est pas un ingénieur automobile ordinaire. Formé à l'Université impériale de Tokyo, il a passé des années à travailler sur les fours industriels et les matériaux à haute température. Une expérience qui va se révéler décisive, non pas parce qu'elle lui donne les réponses, mais parce qu'elle lui permet de poser la bonne question. Pourquoi le joint d'Apex devrait-il obligatoirement être en métal ? Son équipe commence à explorer des composites carbone-aluminium, des matériaux que l'on retrouve alors plutôt dans les applications industrielles que sous le capot d'une automobile. Le carbone offre des propriétés autolubrifiantes. L'aluminium assure une excellente conductivité thermique. Mais le vrai génie de Yamamoto réside dans la façon dont il combine ces deux éléments. La percée arrive à fin de l'année 1962. Son équipe met au point un procédé propriétaire qui consiste à enchâsser des particules d'aluminium dans une matrice de carbone, puis à renforcer l'ensemble avec des fibres d'acier aussi fines que des cheveux. La composition exacte reste un secret industriel pendant des décennies, mais on sait aujourd'hui qu'elle comprend 70% de carbone haute densité, 25% de poudre d'aluminium et 5% de fibres d'acier. Le tout est compressé à 2000 tonnes par pouce carré, puis frité à 800 degrés Fahrenheit en atmosphère inerte. Ce qui sort de ce processus semble défier tout ce que Detroit croit savoir sur les matériaux de moteur. Les meilleurs joints métalliques américains s'usent, rayent les carters ou perdent leur tension et laissent fuir la compression. Les joints carbone-aluminium de Yamamoto font exactement le contraire. Ils s'améliorent avec l'usage. Le carbone polie progressivement la surface chromée du carter, tout en déposant une couche lubrifiante microscopique. L'aluminium évacue la chaleur loin de la face du joint. Les fibres d'acier maintiennent la stabilité dimensionnelle. C'est de la poésie appliquée à la science des matériaux. Les premiers essais commencent au début de 1963. Le premier prototype tourne 100 heures sans interruption, dépassant d'emblée tout ce que Detroit avait jamais atteint, puis 200 heures, puis 300. Quand l'équipe démonte enfin le moteur après 400 heures de fonctionnement continu, les joints d'Apex présentent une usure minime. Et surtout, la surface du carter est dans un état meilleur qu'au départ. Les joints ont littéralement amélioré le poli de la surface. Yamamoto n'est pas satisfait pour autant. L'équipe découvre qu'en ajoutant une infime quantité d'antimoine, moins de 0,5%, la stabilité thermique du joint grimpe de 40%. Le procédé de fabrication est affiné avec une technique de fritage à plusieurs étapes qui crée une structure en gradient, plus dure en surface, plus souple à cœur. À la mi-1963, les joints d'Apex de Mazda survivent à des tests d'endurance de 1000 heures, soit l'équivalent de 60 000 km de conduite sur route. Pendant ce temps, au centre technique de GM, les ingénieurs sont toujours convaincus que la solution passe par le métal. Un rapport interne de décembre 1963 déclare sans embâche que l'approche japonaise à base de carbone constitue une incompréhension fondamentale des exigences des moteurs à combustion et que les alliages métalliques haute température restent la seule voie viable. Les ingénieurs de Ford sont tout aussi catégoriques. Un mémo confidentiel de 1964 qualifie l'approche de Mazda de naïve sur le plan technique et d'impraticable sur le plan commercial. Ce que ces ingénieurs ne savent pas, c'est que pendant qu'ils rédigent de ces mémos condescendants, Yamamoto résout déjà le problème suivant. Les joints carbone-aluminium fonctionnent à merveille, mais ils nécessitent un traitement de surface spécifique sur le carter de rotor pour délivrer leur performance optimale. Yamamoto développe un procédé propriétaire de chromage qui crée une surface parsemée de micropores de rétention d'huile invisibles à l'œil nu,
mais absolument décisif pour la longévité des joints. L'épaisseur du chromage est contrôlée au centième de micron. La dureté de surface atteint 72 Rockwell C. La porosité est calibrée pour retenir exactement 0,3 cm3 d'huile par pouce carré. En 1964, les moteurs rotatifs de Mazda réalisent ce que Detroit jugeait impossible. 200 000 km sans remplacement des joints d'Apex. La compression reste dans les 5% des spécifications d'origine. La consommation d'huile ne dépasse pas 1 litre pour 1000 km. Et la puissance augmente légèrement à mesure que les joints se rodent. Ces tests ne se déroulent pas dans des conditions de laboratoire idéales. Mazda les conduit dans la chaleur accablante de l'été japonais et dans les hivers sibériens du nord du pays. Le développement de la Cosmosport débute sérieusement en 1965. Ce sera le coup de lune de Mazda, la première voiture de série à moteur rotatif au monde. Le moteur, baptisé Disa, ne cubait que 982 cm3, mais délivrait 110 chevaux à 7000 tours par minute, soit 112 chevaux par litre, une puissance spécifique qui ridiculise les V8 américains contemporains cantonné à 60 chevaux par litre. Le moteur complet, accessoires inclus, pèse 102 kg. Un moteur à piston produisant la même puissance en afficherait près de 180. Mais la véritable prouesse, c'est la fiabilité. Mazda soumet les prototypes de la Cosmo à des supplices qui feraient pâlir les ingénieurs de validation de Detroit. 48 heures à pleine charge sur le circuit d'essai de Miyoshi. L'ascension du mont Fuji en été, ventilateur de refroidissement débranché, des démarrages à moins 40 degrés à Hokkaido, les joints d'Apex survivent à tout. La production démarre en mai 1967. Mazda propose une garantie de 50 000 km sur les joints d'Apex à une époque où la plupart des constructeurs ne garantissaient pas leur segment de piston au-delà de 40 000 km. La presse automobile est sous le choc. Road & Track parle de l'avancée la plus significative en matière de moteur à combustion interne depuis l'invention du turbocompresseur. Car Driver annonce que le rotatif est l'avenir de la propulsion automobile. La réaction de Detroit ? La panique, suivie d'un effort de rétro-ingénierie frénétique. GM achète discrètement 3 Cosmosport via des intermédiaires au Japon. Ford en acquiert 5. Quand il démonte les moteurs et découvre les joints carbone-aluminium de Yamamoto, la stupéfaction se mêle à la honte. Un ingénieur de GM qui a participé à ces opérations témoignera plus tard. Nous étions tellement focalisés sur la recherche du métal parfait que nous n'avions jamais envisagé de sortir du cadre de la métallurgie. C'était comme passer des années à concevoir un marteau plus résistant quand ce dont vous aviez besoin, c'était d'un tournevis. Les chiffres sont implacables. En 1968, GM a englouti 100 millions de dollars dans le développement rotatif sans rien à montrer. Ford en a consumé 75 millions. Chrysler en a effacé 50 millions de ses comptes. Detroit avait investi de quoi développer une plateforme automobile entièrement nouvelle et ne disposait que de boîtes de joints d'Apex défaillants. Mazda, avec un budget de développement représentant une fraction de celui d'un seul constructeur américain, avait percé le mystère. Mais là où le génie de Yamamoto rayonne vraiment, c'est dans la profondeur de sa vision. Il n'a pas simplement résolu le problème du joint d'Apex, il a bâti tout un écosystème technologique autour du moteur rotatif. Le système d'injection d'huile qui dose précisément le lubrifiant vers les joints, le réacteur thermique qui nettoie les gaz d'échappement naturellement sales du rotatif, le système d'admission à lumière périphérique qui permettra plus tard des rendements de puissance extraordinaires. La R100 de 1968 amène la motorisation rotative au grand public. À 2795 $, elle s'affiche 4000 $ sous le prix de la Porsche 911 tout en offrant des performances comparables. Le moteur 10 a de 100 chevaux propulse la coupée de 725 kg de 0 à 100 en 10,9 secondes pour une vitesse de pointe de 175 km/h, mais c'est le
caractère du moteur qui captive les passionnés. La douceur turbinée, le régime de 7000 tours atteint sans la moindre vibration, la note d'échappement caractéristique qui ne ressemble à rien d'autre sur la route. Arrêtons-nous un instant sur ce que cela signifie. Une entreprise japonaise dont le bureau d'études aurait tenu dans la cafétéria de GM venait de commercialiser ce que les géants industriels américains n'avaient pas réussi à produire. Et ce n'était pas un coup de chance. La AirScent est suivie des RX2, RX3 et de la légendaire RX4, chaque génération affinant davantage la technologie des joints d'Apex de Yamamoto. En 1970, ces joints tiennent 500 000 km en service de taxi au Japon. La réponse de GM est peut-être la plus révélatrice. En 1970, le géant annonce le développement d'un moteur rotatif révolutionnaire pour la Vega 1974. Le président Ed Cole promet qu'il rendra obsolètes tous les autres moteurs. Dans les coulisses, les ingénieurs de GM tentent frénétiquement de trouver leur propre solution pour le joint d'Apex. Ils ne peuvent pas utiliser le design de Mazda. Il est protégé par 37 brevets distincts. Ils essaient donc de le contourner. Le joint rotatif GM se compose de 3 pièces, une base en fonte, un insert céramique et une pointe en carbure de tungstène. En théorie, cela combine les meilleures propriétés de chaque matériau. En pratique, c'est un cauchemar. Les différents taux de dilatation thermique provoquent la séparation des pièces à haute température. L'assemblage complexe est quasi impossible à fabriquer de manière cohérente. Et surtout, chaque joint revient à 400 $ pièce, soit 40 fois plus cher que le design carbone-aluminium de Yamamoto. En septembre 1974, GM abandonne discrètement le programme Vega rotatif. La raison officielle invoque la crise pétrolière et les contraintes d'émission. La vraie raison, selon des documents internes révélés bien plus tard, est que GM n'est toujours pas parvenu à égaler la fiabilité d'un joint d'Apex vieux de 5 ans conçu par Mazda. Le programme rotatif de Ford connaît le même destin. Après avoir brûlé 400 millions de dollars au total, il est abandonné en 1975. L'insulte finale. Quand les ingénieurs de Ford évaluent une Mazda RX 4 de 1974 après 150 000 km de tests, les joints d'Apex affichent encore des mesures conformes aux spécifications d'usine. Les meilleurs joints expérimentaux de Ford l'achètent à 30 000 km. Yamamoto ne se repose pas pour autant sur ses lauriers. En 1973, promu directeur général de Mazda, il pousse immédiatement le développement vers des horizons plus ambitieux. Le moteur 12 est lancé avec des joints d'Apex perfectionnés intégrant une nouvelle couche composite aluminium-silicium qui réduit la friction de 15% supplémentaire. Le 13B suit avec des joints triplement composites incorporant des particules céramiques pour une meilleure résistance thermique encore. Chaque génération s'appuie sur les fondations de la percée originale en carbone-aluminium. La RX-7 lancée en 1978, représente l'ultime validation de la vision de Yamamoto. Une voiture de sport capable de rivaliser avec Porsche et Corvette à la moitié du prix. Le moteur 12 au joint d'Apex amélioré est si fiable que le Sport Car Club of America doit l'exclure de certaines catégories de course. Il écrase tout le reste. En 1980, Mazda a vendu plus d'1 million de véhicules à motorisation rotative dans le monde. Les joints d'Apex que Detroit jugeait incapables de dépasser 16 000 km survivent désormais couramment à 300 000 km en usage quotidien. Les succès en compétition sont encore plus éloquents. Lors des 24 heures de Daytona 1981, une Mazda RX-7 remporte la classe GTU après avoir tourné à pleine charge pendant 24 heures sans discontinuer. À la démonte post-course, les joints d'Apex semblent à peine utilisés. Au Mans, la Mazda 717C turbine pendant 24 heures à plus de 300 km/h. Les joints d'Apex survivent à des températures qui auraient fondu les joints métalliques de Détroit en flaques. Prenons le temps de laisser cela infuser. Les mêmes joints que les ingénieurs de GM
avait déclaré impossible, gagne désormais les courses d'endurance les plus éprouvantes au monde. Le composite carbone-aluminium que Ford avait qualifié de naïf surclasse tout le reste sur la piste. La prétendue incompréhension des exigences des moteurs à combustion par Yamamoto était en train de réécrire ces exigences elles-mêmes. L'évolution technique se poursuit tout au long des années 1980. Le moteur 13BR EW de la troisième génération de RX-7 dispose de joints d'Apex en 2 pièces, avec une base carbone et une pointe en alliage. Acier chrome molybdène. Cette combinaison délivre 255 chevaux depuis seulement 1,3 litres tout en maintenant une fiabilité exemplaire. Les joints d'Apex supportent des pressions de suralimentation jusqu'à un bar et des températures d'échappement dépassant 1000 degrés Celsius. Mais le triomphe absolu arrive au Mans en 1991. La Mazda 787B, propulsée par un moteur quadrirotor R26B utilisant la technologie évoluée des joints d'Apex de Yamamoto, ne se contente pas de participer. Elle gagne au classement général. Ce n'est pas seulement battre d'autres moteurs rotatifs, c'est écraser Porsche, Mercedes, Jaguar et tous les autres constructeurs de la planète. Le R26B monte à 10 500 tours par minute et produit 700 chevaux depuis seulement 2,6 litres de cylindrée. Pendant les 24 heures de course, le moteur ne connaît pas la moindre défaillance. L'inspection d'après-course révèle que l'usure des joints d'Apex se mesure en millièmes de millimètre. La victoire est si écrasante que les moteurs rotatifs sont bannis du Mans l'année suivante. Répétons-le, car c'est extraordinaire. La technologie des joints d'Apex de Yamamoto s'est révélée tellement supérieure que les organisateurs de courses ont dû l'interdire pour donner une chance aux autres. Pendant ce temps, la relation de Detroit avec le moteur rotatif est devenue un cas d'école dans les écoles de commerce. L'investissement total de GM dans le développement rotatif infructueux dépasse 500 millions de dollars. Ford en perd 400 millions. American Motors Corporation en engloutit 60 millions pour un programme qui ne produit jamais un seul moteur. Les constructeurs américains réunis ont brûlé près d'1 milliard de dollars en tentant de résoudre un problème que Yamamoto avait craqué avec un budget de 10 millions. L'ironie ne passe pas inaperçue. En 1985, une analyse publiée dans Automotive News démontre que si GM avait simplement licencié la technologie des joints d'Apex de Mazda en 1968, il aurait pu avoir des moteurs rotatifs en production dès 1970 pour un coût total inférieur à 50 millions de dollars. À la place, son orgueil et sa conviction en une supériorité technique américaine lui ont coûté 20 fois cette somme, sans le moindre résultat. Ce qui rend l'histoire de Yamamoto encore plus remarquable, c'est sa générosité intellectuelle. Il aurait pu verrouiller sa technologie et imposer des redevances astronomiques. Mazda aurait pu ériger des murs autour de chaque découverte. Au lieu de cela, Yamamoto publie des articles techniques détaillés sur les principes qui sous-tendent ces joints carbone-aluminium. Il prend la parole lors de conférences d'ingénierie et partage les intuitions fondamentales de sa percée. Il croit que l'avancement de la technologie automobile prime sur la protection de chaque secret commercial. Les processus de fabrication exacts, les ratios précis des matériaux, les techniques de traitement de surface, tout cela reste jalousement gardé, mais Yamamoto partage suffisamment pour que d'autres ingénieurs puissent apprendre de son approche. Il révolutionne la façon dont l'industrie envisage le choix des matériaux. Plutôt que de toujours se replier sur les métaux, les ingénieurs commencent à explorer les composites, les céramiques et les matériaux hybrides. Les ondes de choc de cette révolution dépassent de loin le cadre des moteurs rotatifs. Les disques de frein en carbone composite de la Formule 1 moderne trouvent leur généalogie dans les recherches de Yamamoto sur les joints d'Apex. Les pistons aluminium-silicium des moteurs haute performance ont emprunté ces solutions de gestion thermique. Même les roulements de moteurs électriques de Tesla utilisent des matériaux composites dont l'évolution remonte à la technologie des joints rotatifs. Yamamoto n'a pas seulement résolu un problème,
Il a ouvert tout un champ de science des matériaux aux applications automobiles. La RX8, lancée en 2003, représente l'aboutissement de 40 ans d'évolution des joints d'Apex. Le moteur Renesys dispose de lumières d'échappement latérales réduisant les contraintes thermiques sur les joints. Les joints de dernière génération adoptent un design à 3 couches, une base renforcée de fibres de carbone, une couche intermédiaire aluminium-céramique et une surface de contact en acier chrome-molybdène. Ils sont conçus pour 150 000 km d'utilisation normale, soit 15 fois plus que les meilleurs joints expérimentaux de Detroit dans les années 60. Mais la vraie mesure du génie de Yamamoto ne se trouve pas dans les chiffres, elle réside dans sa façon d'aborder les problèmes. Là où Detroit jetait de l'argent et de la pensée conventionnelle, Yamamoto questionnait des hypothèses fondamentales. Là où les ingénieurs américains s'accrochaient au métal parce que c'était ce qu'ils avaient toujours utilisé, Yamamoto demandait pourquoi. Là où les 3 grands se faisaient concurrence dans le secret, Yamamoto puisait dans les savoirs de plusieurs industries différentes. L'impact financier est saisissant. Entre 1967 et 2012, Mazda génère plus de 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires grâce aux véhicules à moteur rotatif. La seule RX-7 se vend à 800 634 unités dans le monde. La technologie donne naissance à tout un écosystème de fournisseurs, préparateurs et équipes de course. Les estimations suggèrent que l'industrie du moteur rotatif, pièces, entretien, compétition, aftermarket, a généré plus de 100 milliards d'activités économiques mondiales. Mettez cela en regard des pertes de Detroit. Pas seulement le milliard de dollars de développement raté, mais le coût d'opportunité, les parts de marché perdues, les talents d'ingénierie gaspillés sur des impasses, la réputation écornée d'avoir si publiquement échoué là où une petite entreprise japonaise avait triomphé avec une apparente facilité. En 2012, quand Mazda met fin à la production de la RX8, c'est la fin temporaire des voitures de série à moteur rotatif. Mais la technologie des joints d'Apex, elle, est bien vivante. Mazda continue de développer des moteurs rotatifs comme prolongateurs d'autonomie pour véhicules électriques. Les joints de ces nouveaux moteurs sont les descendants directs de la percée de 1962, intégrant désormais des améliorations au graphène et des surfaces nanostructurées qui auraient relevé de la science-fiction dans les années 60. Les autres constructeurs ont finalement rattrapé une partie de leur retard. Le concept Audi A, un e-tron de 2013, utilise un prolongateur d'autonomie rotatif avec des joints d'Apex licenciés auprès de Mazda. Le moteur X révolutionnaire de Liquid Piston repose sur des joints d'Apex basés sur les principes composites de Yamamoto. Même les entreprises aérospatiales développant des moteurs rotatifs pour drones et petits aéronefs partent de ces intuitions fondamentales. Kenichi Yamamoto s'est éteint en 2017 à l'âge de 95 ans, ayant consacré toute sa carrière à Mazda. La leçon de son histoire dépasse de loin le cadre des joints d'Apex ou des moteurs rotatifs. Elle parle du danger d'assumer que la façon dont les choses ont toujours été faites est nécessairement la seule façon de les faire. Elle dit la puissance que recèle le fait de questionner les hypothèses fondamentales. Elle dit comment un seul ingénieur portant un regard différent peut surpasser la sagesse conventionnelle d'une industrie tout entière. Quand les ingénieurs d'aujourd'hui font face à des défis en apparence impossibles, technologie des batteries pour véhicules électriques, stockage d'hydrogène pour piles à combustible, gestion thermique pour appareils hypersoniques, ils invoquent souvent l'exemple de Yamamoto. N'essayez pas simplement de travailler plus fort avec la même approche. Prenez du recul, remettez tout en question, regardez hors de votre domaine. La solution n'est peut-être pas une version améliorée de ce qui existe. Elle est peut-être quelque chose d'entièrement différent. Aujourd'hui, quand vous apercevez un concept Mazda RX Vision ou que vous entendez parler du développement Skyactiv Air, rappelez-vous que tout cela remonte à un ingénieur qui a refusé d'accepter que le métal soit la seule réponse. Un ingénieur qui a regardé du carbone et de l'aluminium,
des matériaux que personne n'associait aux entrailles d'un moteur et y a vu une solution que tous les autres avaient manqué. Un ingénieur qui a compris que parfois le secret pour résoudre un problème impossible n'est pas de travailler plus fort, mais de penser autrement. L'industrie automobile américaine a appris une leçon douloureuse grâce à Kenichi Yamamoto. La supériorité technologique ne se garantit ni par la taille, ni par le budget, ni par la tradition. Elle se mérite par ceux qui acceptent de remettre en question leurs certitudes et d'explorer l'impossible. Yamamoto n'a pas surpassé Detroit par un tour de passe-passe ingénieux. Il a révolutionné notre façon de penser les matériaux, la résolution de problèmes et les limites du possible. Ces joints d'Apex carbone-aluminium n'étaient pas seulement une solution technique, c'était une philosophie rendue tangible, la preuve qu'un seul ingénieur portant la bonne idée peut effectivement tout changer. Alors à votre avis, qu'aurait-il pu se passer si Detroit avait accepté de sortir du cadre métallurgique dès 1960 ? GM ou Ford auraient-ils pu battre Mazda sur le fil si leur approche avait été différente ? Dites-le dans les commentaires, partagez cette vidéo autour de vous si elle vous a appris quelque chose et abonnez-vous maintenant. Vous ne voudrez pas manquer les prochains récits qui montrent que les plus grandes révolutions viennent souvent d'un seul homme qui ose penser là où les autres refusent de regarder.